On attaque maintenant une partie qui concerne la question de l'information. C'est un sujet qu'on a évoqué lors de notre dernier entretien, mais très rapidement. Et dans notre échange, j'ai vu que vous aviez pas mal de choses à nous dire sur la problématique de la presse et de l'information. Aujourd'hui, en tant que citoyen, on a quand même l'impression qu'il est difficile d'avoir accès à une information fiable. On a d'une côté une ligne officielle. Dans le cas du Covid, c'était celle de la ligne de l'OMS ou des gouvernements. Ligne dont on a vu qu'elle était mouvante, très mouvante, par exemple pour les masques. De l'autre, on a des montages photos complètement exagérés, faux, qui montrent que la fondation Bill Gates a pour objet d'éliminer une partie de la population, une partie de l'humanité. Donc, de tous les côtés, l'accès à une information solide semble de plus en plus difficile. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Alors, c'est compliqué parce que tous ces débats sont évidemment pleins d'un certain nombre de pièges qu'il faut essayer d'éviter. Alors, le premier piège à éviter, c'est, comme toujours, c'est les pièges manichéens, les pièges idéologiques, les pièges des petites cases où on enferme les gens et après on ne peut plus rien dire. Enfin, voilà, toutes ces choses qui polluent les choses et tout ce qui fait que certaines personnes imaginent qu'en 2 coups de cuillère à peau, on règle les questions, etc. Bon, voilà. Donc, le débat n'est pas de savoir s'il y aurait d'un côté des gens rationnels puis de l'autre des gens irrationnels. Le débat n'est pas de savoir s'il y a des gens légitimes, des gens pas légitimes, des gens crédibles, pas crédibles, des gens complotistes, pas complotistes. Voilà, tout ce verbiage n'a pas de sens. Voilà. La réalité, c'est qu'on a, et c'est extrêmement documenté, quantité de travaux sur l'évolution des médias, du journalisme, sur les pratiques du journalisme, sur les façons de faire le métier, sur l'économie du journalisme, sur la propriété des entreprises médiatiques, voilà, sur le rôle des agences de presse, sur la dépendance aux sources, sur la construction, sur la façon d'écrire. Voilà, il y a une quantité dans mon domaine, la sociologie des médias, c'est un des sous-domaines qui a émergé et s'est beaucoup développé depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, il y a quantité de choses. Ce qui est très frappant, moi je trouve, et qui explique beaucoup la situation actuelle, comme précédemment celle durant les Gilets jaunes, comme globalement l'évolution de ces dernières années. Au fond, il y a un écart croissant entre ce que les gens, d'une part, vivent dans leur vie quotidienne et d'autre part, ce à quoi ils peuvent avoir accès grâce à Internet comme information. Il y a un aspect de démocratisation en soi de l'accès à l'information qui est juste énorme. Internet, c'est une révolution de ce point de vue-là. Révolution. Y compris pour des gens qui n'avaient pas le rapport au livre, à l'écriture. Bon. Et or, dans le même temps, donc d'un côté, on a comme ça une explosion au fond de l'accès à l'information. Je ne parle pas encore de sa qualité, juste l'accès général à l'information. Et de l'autre, on a au fond des professionnels de l'information qui sont de moins en moins, là aussi en tendance, depuis plusieurs décennies, de moins en moins en capacité à produire de l'information pertinente. Donc il y a un effet de ciseau. Et c'est ça la cause profonde. Et c'est ça qui se révèle à chacune des grands moments de crise actuelle. Donc on a eu les Gilets jaunes il y a 1 an et demi, et aujourd'hui c'est le Covid. C'est-à-dire que les gens, à la fois de par ce qu'ils vivent et de par les informations qu'ils peuvent trouver, bonnes ou mauvaises, encore une fois, ce n'est pas encore le problème ici, mais qu'ils peuvent trouver sur Internet d'une part, et ce qu'ils entendent quand ils allument la télé ou la radio, ou qu'ils lisent la presse, il y a un tel écart qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent de ça, pour le meilleur ou pour le pire. Mais attendez, alors là, on a le cas, avec vous-même, d'un professionnel de la recherche en sociologie qui, alors qu'il est théoriquement sur d'autres sujets, face à une information de toute évidence complètement déficiente, a été amené à faire des recherches par lui-même et a fait finalement de l'investigation. C'est ce que vous avez fait à travers ce que vous avez publié dans le club de Mediapart, et à travers cette publication d'articles successifs, où vous avez mis en évidence les différents conflits d'intérêts. Mais on se dit, l'investigation, il faut avoir des moyens pour cela. Donc vous avez dû faire avec vos propres moyens. Mais on voit bien que
pour faire une bonne investigation, il faudrait avoir beaucoup plus de moyens, pouvoir aller rencontrer les gens des labos, pouvoir aller à l'international, pouvoir aller en Corée, pouvoir aller en Chine, pouvoir aller aux États-Unis, pouvoir mener de vraies enquêtes, pouvoir avoir des correspondants. Enfin, historiquement, ça existait, la presse d'investigation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec la grande presse? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la grande presse a perdu son rôle d'investigation et peut-être par extension son rôle de contre-pouvoir démocratique? C'est pas peut-être, c'est malheureusement par extension son rôle de contre-pouvoir démocratique. C'est fini. En tout cas, en France, c'est fini. C'est ça c'est ça le problème, et évidemment, c'est ce qui fait mal, donc ce que beaucoup de journalistes ne veulent pas reconnaître. Je parle des journalistes, ceux qui prétendent parler au nom d'eux, etc., les plus connus. La dernière tentative pour refaire de l'investigation, c'est Mediapart, c'est Plenel. Mais en réalité, globalement, c'est fini. Il y en a encore un petit peu avec le New York Times, un petit peu avec le Guardian par-ci par-là, mais enfin, globalement, en fait, c'est fini. Même Mediapart, vous parlez de Mediapart. Prenons le cas de Mediapart. Mediapart, c'est dans le club de Mediapart, finalement, que vous avez pu publier vos travaux, vos recherches, vos investigations. Mais dans Mediapart même, on n'a malheureusement eu pas de matière. Alors qu'on a quand même des journalistes qui sont rémunérés pour faire ce type de travaux et qui, globalement, ont donné le sentiment d'être alignés avec l'OMS, avec des discours tout à fait standards et un travail d'enquête, un travail de source, je ne l'ai pas vu, quoi, y compris dans Mediapart. Alors, le problème, il existe sur d'autres sujets dans Mediapart. Le problème, à mon sens, pour Mediapart, c'est que tout est très politisé. Et je suis par ailleurs un intellectuel de gauche, hein, c'est de notoriété publique, mais je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Quand j'investigue une question, j'investigue une question. Enfin, je ne me pose pas la question de savoir si la question que je travaille est de droite ou de gauche. Vous voyez? Ni je ne me pose pas la question de savoir si le résultat que je trouve est de droite ou de gauche. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi parce que je suis un chercheur. Donc le problème, c'est peut-être ça, je dirais, s'il faut aller vite, hein, la limite, tout en saluant hein, le fait que c'est un des rares endroits où on cherche à pouvoir donner aux journalistes le temps, parce que c'est fondamental, c'est le temps, bien sûr, hein, de faire de l'investigation, et en même temps la limite de quand on a des gens qui sont très politisés et qui par conséquent choisissent les sujets et traitent les sujets aussi avec ce genre de choses, ces enjeux politiques en permanence. C'est sans doute ça l'explication des choses. Mais globalement, la réalité statistique, numérique, c'est que le journaliste de base, c'est évidemment pas, c'est l'antithèse. Le journalisme de base, c'est un jeune, souvent à statut précaire, qui a un rédacteur en chef qui lui dit le matin, tiens, voilà 3 dépêches AFP là, sur 3 sujets différents. Bah, écoute, tu me fais 3 sujets, hein, donc j'en veux un pour 11h30 qu'on passera peut-être dans les actus de midi. J'en veux un pour 16h et j'en veux un pour ce soir. Bon. Et débrouille-toi avec ton ordinateur, ton téléphone et en gros, tu as 3 heures pour pondre chaque papier, tout compris. Hein. C'est-à-dire, il doit être aussi calibré comme ça, rentrer dans la boîte comme ça, avec l'illustration qui va bien, le chapeau qui a été défini, qui fait tant de caractères et pas plus, et pas un coup fin. C'est-à-dire que, allez, il vous reste quoi en temps vraiment propre de recherche pour réfléchir intellectuellement, chercher des données? Vous avez quoi, 1h30 pour faire un papier? C'est une blague. Je m'excuse d'utiliser souvent cette expression, mais parce que voilà, j'en ai pas d'autres. Tout ça est tellement ridicule en fait. Hein. Enfin, le fait qu'on prétende que ce soit un truc sérieux est tellement ridicule. Mais c'est ça la réalité. Alors qu'on peut tout à fait faire autre chose. Et effectivement, moi, ce que j'ai fait depuis le début de la crise sur Mediapart, c'est une forme de journalisme d'investigation. Hein. Je ne prétends pas que ce soit un très grand travail scientifique, au sens où je n'ai pas produit moi-même de l'information à partir d'enquêtes empiriques, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, etc. Je me suis contenté d'utiliser, de rechercher activement, de documenter, voilà, de rassembler en documentant un maximum d'informations, mais rien qu'en faisant ça, c'est-à-dire un très gros travail. Chaque article publié, ce n'est pas 1h30, c'est 3, 4, 5 jours de travail
qui plus est parfois avec des coéquipiers, pas toujours tout seul. Donc c'est un très gros travail en fait. Voilà. Mais c'est ce que devrait être à mon sens le journalisme d'investigation. Ça devrait être ça. On peut, avec un ordinateur et un téléphone, on peut faire énormément de choses. On peut appeler le monde entier, on peut lire des bibliothèques entières. Voilà. Mais le critère fondamental, c'est le temps. Voilà, c'est ça la chose. Or, aujourd'hui, l'immense majorité des médias sont des entreprises où on n'a pas le temps, où on produit à la chaîne du contenu en faisant plus ou moins de la paraphrase de dépêche AFP, saupoudrée par-ci par-là d'un petit bout d'interview parce qu'avec son téléphone, on a appelé un expert là-dessus, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, quand c'est ça le niveau de travail qui est fourni, par définition, vous ne pouvez jamais sortir du niveau de base d'information qui était celui de départ, c'est-à-dire vous êtes archi-dépendant aux dépêches de l'AFP qui vous donnent vos sujets. Le rôle de rédacteur en chef étant simplement de faire la sélection, en disant bon, ben ça on laisse tomber, ça on va le traiter. Voilà. Pourquoi il fait ces sélections? Voilà une très bonne question. Sur la base de quoi? Comment est-ce qu'il hiérarchise l'information? Pourquoi il dit ça c'est important, ça l'est pas? Et on sait qu'il y a plusieurs critères là-dessus. Le premier étant le fait chaque rédacteur en chef regarde en permanence ce que font les autres. Il y a un effet de conformisme qui est par ailleurs incroyable au sein du fonctionnement des médias. Il suffit que 1, 2, 3 médias importants se mettent à traiter un sujet et la totalité des autres le traitent. Voilà, c'est vraiment l'effet boule de neige, il est quasi systématique. Donc il y a un phénomène de conformisme très très fort. Il y a évidemment ensuite chez certains, il peut y avoir des références idéologiques ou personnelles ou autres. Il y a par ailleurs la boîte noire, évidemment, qui est la question de la relation avec les propriétaires des entreprises de presse. Ça, c'est la grande boîte noire. Quel rôle exact ça joue? On le sait pour certains éditorialistes qui sont les copains d'un tel, machin bidule, et dont les opinions idéologiques ou autres sont tellement grossièrement énoncées que c'est facile à voir, quoi. Mais plus globalement, l'indépendance précise exacte des gens qui ont le vrai pouvoir de décision, il y a un tas d'inconnus comme ça. Bon. Mais enfin voilà, la question c'est celle-là. Donc contre-pouvoir démocratique, la réponse est non. La réponse est non. Alors bien sûr, régulièrement, il sort un petit scandale. Mais il sort un petit scandale pourquoi? Soit parce que, à coup de bol, la chose est dénoncée. Le journaliste reçoit une dénonciation. Bon, un journal comme le Canard enchaîné ne vit que par ça. Voilà. Donc évidemment, si quelqu'un vous amène de l'information sous le manteau, machin, ok, tant mieux, vous pouvez sortir un truc qui a l'air original. Mais en fait, c'est pas vous qui l'avez trouvé, c'est qu'on vous l'a amené, on vous l'a fait cadeau. Deuxième chose classique, c'est que lorsque, évidemment, les institutions ou les politiques se prennent les pieds tout seuls dans le tapis et que c'est gros, on y va à fond. L'histoire des masques, par exemple, c'est tellement gros. Je veux dire, voilà, quoi. Il y a un type qui dit quelque chose, 2 jours après, il dit le contraire et machin et bidule. Bon, c'est tellement gros que c'est pas très compliqué et on sort le truc, genre scandale, machin, ok, c'est gros. Par contre, dès qu'il faut creuser, investiguer, prendre du temps, la solution ne tombe pas toute crue. Il n'y a pas de dépêche AFP qui en parle. Il faut aller soi-même chercher, enquêter pour trouver le truc. Bon, là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc ça, c'est évidemment terrible. Et c'est le fameux 4e pouvoir, on disait à une époque, voilà, qui de fait, non, c'est pas vrai, n'existe pas. C'est une caisse de résonance essentiellement aujourd'hui des médias qui vont permettre d'amplifier ou au contraire de passer sous silence des choses selon qu'on les fait vivre ou pas dans cette caisse de résonance. Mais ça n'est en soi qu'une caisse de résonance. Elle ne produit rien, elle répercute. Alors justement, lors de notre dernier échange, on avait, hors micro, évoqué un sujet dont vous aviez parlé, et vous aviez dit le fact-checking est une forme de trahison ou je dirais, de modification esthétique qui montre finalement l'affaiblissement dramatique du journalisme d'investigation. Mais oui, je dirais il y a 2 choses que j'ai repérées. Moi, je prétends pas être un grand spécialiste en sociologie des médias, mais enfin, je les fréquente. J'en ai une pratique personnelle quand même d'une 20aine d'années. Donc, je peux quand même te parler d'un certain nombre de choses que je connais très bien, même si c'est pas mon terrain d'expertise comme professionnel de chercheur au CNRS.
il y a deux choses que j'ai vu arriver très fort dans les médias et dont l'échec patent, moi, me questionne beaucoup. Il y en a une, c'est le prétendu aspect participatif, et le deuxième, c'est le fact-checking. Bon, je commence par celui-là parce que vous m'interrogez dessus. Le fact-checking, cette prétention, enfin, on va donner l'illusion, on fait plus d'enquête, on n'investigue pas, on sort rien. En fait, hein, quand on nous amène une dénonciation, on s'en sert, mais sinon, en fait, on est incapable quand même de sortir quelque chose de nouveau. Mais par contre, on va prétendre plus que jamais dire le vrai du faux. Ce qui est incroyable quand même, hein, quelle prétention en fait. Hein, alors que donc la base de travail est de plus en plus mince, mais la prétention à dire le vrai est de plus en plus forte. Waouh, il y a un petit souci quand même. Bon, donc c'est cette illusion là. Ça suppose et qui à mes yeux est une caricature du modèle binaire. Les questions sont simples et on va pouvoir y répondre par oui ou non, blanc ou noir, je like ou je like pas. Voilà, comme sur Facebook. Donc ça suppose que ça passe sous silence toute une série de choses. D'abord, quel est l'intérêt de la question qui est posée? Est-ce que sur le sujet, c'est la bonne question qu'il faut poser? On n'en sait jamais rien, c'est pas ça. On nous dit que voilà, bon, ou alors c'est un lecteur nous pose la question que, ok, et qui a dit que c'était donc qui a dit que c'était une bonne question? Deux, surtout sur le sujet profond, qui a dit que c'était la meilleure façon, la meilleure question à poser à ce moment-là? Personne, voilà. Mais on l'a choisi parce que elle va être relativement simple à régler et on va répondre oui, non, ne sais pas, éventuellement dans un cas comme dans un sondage. Voilà, c'est du QCM, c'est du voilà, c'est du. Je trouve ça, je trouve que ça réduit, c'est étroit, c'est étriqué. Voilà, là encore, c'est le contraire de l'investigation, c'est le contraire. C'est ce qui reste encore de prétention à vouloir affirmer les choses quand on n'a quasiment plus aucun moyen d'enquête. C'est un cache-misère. Voilà. Fondamentalement, je considère que c'est un cache-misère. Quant à la deuxième chose que j'ai vu arriver et dont l'échec est patent, c'est la prétendue dimension participative des médias, qui est liée à l'arrivée d'Internet. Quand Internet est arrivé, vous avez de nouveaux médias qui se sont créés tout de suite, électroniques, avec cette idée que grâce on va pouvoir organiser grâce à Internet la participation. On va avoir des lecteurs participatifs. On va du coup complètement réouvrir notre champ d'approvisionnement en informations. On va tous devenir au fond des mini-agences de presse aussi, avec des réseaux d'informateurs, mais qui sont les citoyens eux-mêmes, qui vont pouvoir du coup, en plus, un côté démocratif, collaboratif, machin, blablabla. La réalité, 20 ans après, c'est quoi? C'est l'échec dramatique de ça. C'est quoi la participation? Eh ben, ce sont des commentaires anonymes sur les articles qui sont essentiellement un déversement d'émotions, de tensions et d'insultes qui n'ont rigoureusement aucun intérêt. Rigoureusement aucun. Je parle pour les médias généralistes, hein, il y a quelques blogs spécialisés. Je suis un petit peu plus nuancé que vous, parce que c'est vrai que typiquement, j'aime bien publier sur AgoraVox, qui est un site de journalisme participatif, hein, en fait, où n'importe quel citoyen peut publier. Et souvent, les commentaires peuvent être assez toniques, assez musclés, parfois agressifs, disons-le. Et dans la façon de répondre, je trouve que souvent, c'est assez fertile, parce que pour peu que vous ne réagissiez pas au quart de tour, hein, j'évite le cas des quelques trolls hein, qu'il faut vraiment, bon, avec lesquels malheureusement, on a peu d'échanges fructueux à faire, mais même quand vous avez une réaction qui peut être agressive par rapport à une publication, je trouve qu'il y a beaucoup à en tirer. Et je voyais, par exemple, il y a une évolution qui me semble assez inquiétante, justement. Prenons l'exemple du Monde. Hein. Le Monde avait une rubrique commentaires qui était assez facile d'accès. Ça devient de plus en plus difficile d'y accéder, alors qu'il y avait quand même souvent des compléments d'information que je trouvais intéressants. Et on est en train de voir un peu la même chose dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a une évolution. Alors pour des anciens comme nous, ça nous rappelle la grande époque des radios libres, hein, où au début, les radios libres, c'était formidable, tout était possible, Carbone 14 et tout. Bon. Et puis petit à petit, on a eu Skyrock, on a eu tous ces trucs privés qui sont apparus, qui sont devenus des machines à faire du business et qui ont perdu toute âme. Et là, sur YouTube, typiquement, aujourd'hui, sur la version PC, les commentaires ont encore une place. Mais sur la version portable, maintenant, pour accéder aux commentaires, il faut s'accrocher, parce qu'en fait, le but de Google n'est pas de faire en sorte que les gens prennent le temps de lire les commentaires et accroît leur connaissance, mais plutôt qu'ils passent d'une vidéo à l'autre, qu'ils enchaînent pub sur pub. Voilà. Donc,
J'ai un peu l'impression que cette partie commentaire qui pouvait avoir un intérêt est quelque chose qui est en train de disparaître. On va voir, mais je crains que ce soit le chemin. De manière générale, j'ai un petit peu l'impression, et je voulais avoir votre sentiment, que le concept de complotisme et de fake news employé à l'excès est lui aussi une forme de menace pour la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, on va s'entendre sur ce qu'on veut dire. A priori, je suis d'accord parce que ça correspond à ce que j'ai voulu dire. Alors, j'ai l'occasion de le dire à la fois dans notre dernier entretien à propos de l'affaire Raoult, mais c'est quelque chose que j'ai écrit aussi à propos du mouvement des Gilets jaunes. C'est même ce qui m'avait décidé à écrire mon tout premier article sur le mouvement des Gilets jaunes. Ça doit être fin novembre ou tout début décembre 2018. Donc, au fond, ce que je trouvais frappant, c'était que chez la plupart des commentateurs autorisés, on va dire ça pour parler à la Coluche, les commentateurs autorisés du débat public, il y avait au tout début une sorte de mépris, plus ou moins discret, hein, pour cette populace qui s'en allait occuper les routes et les ronds-points et les machins, qu'on suspectait en plus d'être tous des électeurs de l'extrême droite. C'était un des arguments qui revenait tout le temps au début. Voilà, c'est un mépris social, c'est un mépris intellectuel. Ce mépris, il est fabriqué par les élites. Hein, c'est eux qui ont la parole. Et le comble de l'hypocrisie, c'est quand les élites retournent ce qui est en fait leur racisme social à elles le retournent contre ceux qui en sont victimes en disant « Regardez, vous êtes des complotistes ». Ce qui, je trouve, une double peine, une double injustice. Qui a la parole? C'est les élites. Qui passe son temps à parler? Ce sont les élites. Le peuple, il se tait, on parle à sa place. Bien. Or, une fois qu'il trouve d'autres façons de parler, au fond, d'exprimer sa colère, en l'occurrence, on le retourne contre lui en disant « Regardez, vous n'êtes pas capable de parler, hein, vous savez que casser ». C'est un truc qu'on dit sur les banlieues depuis 40 ans. Ou alors disant « Ouais, mais de toute façon, vous votez pour l'extrême droite », parce que vont dire toutes les élites bien pensantes que je connais bien. J'ai vécu 20 ans en région parisienne, j'ai beaucoup fréquenté toutes les élites intellectuelles, journalistiques. Et ensuite, si vous écoutez pas ce que nous on vous dit, nous qui sommes les gens autorisés, hein, et que vous allez vous renseigner sur Internet, vous avez basculé dans le complotisme. Voilà. Donc complotisme, populisme, l'autre grand mot aussi, tous les mots pour. Voilà. Je suis désolé, moi je reste un démocrate de base, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Il n'y a pas d'élite qui soit supérieure et qui soit comme une espèce de chose détachée en surplomb de la société et qui devrait dire aux autres comment penser. Si nos ancêtres ont fait une révolution en 1789, c'est pour qu'on arrête de fonctionner comme ça. Donc on le reproduise par d'autres moyens me pose un problème fondamental en tant que démocrate et républicain. Voilà. Et je retrouve ça partout. Je l'ai retrouvé aussi donc dans l'affaire Raoult, évidemment, ce qui ne veut pas dire ce qui ne préjuge en rien de l'issue scientifique, mais cet élément-là, il était présent, comme la politisation, et ces choses-là nous empêchent de penser. Il y a urgence, à mon avis, et comment, alors on va arriver à votre point de vue, comment sortir concrètement de ça? Eh bien, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la police, dans un dialogue précédent. La seule façon de sortir de ça, c'est encore une fois d'arrêter de penser toujours top-down, partir d'en haut pour descendre vers le bas. C'est de trouver des moyens pour faire en sorte que la circulation, l'information, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça part du bas pour remonter vers le haut. Voilà. C'est ça la démocratie. Les premiers experts de nos vies, c'est nous-mêmes. Vous savez, les premiers experts dans les quartiers pauvres, les premiers experts des problèmes des quartiers pauvres, c'est les habitants des quartiers pauvres, etc., etc. Dans l'éducation nationale, les premiers experts des problèmes qu'il y a pour pouvoir enseigner, c'est les enseignants et accessoirement les élèves, mais ils sont un peu jeunes encore, mais c'est les enseignants. Or, à chaque fois, non, il y a toujours pareil, 3 types qui ont fait des beaux diplômes dans un bureau à Paris qui vont dire « nous, on sait ce qu'il faut penser, c'est ça ». C'est cette logique-là qui est fondamentalement antidémocratique et qui, je dirais, qui gangrène
nos démocraties représentatives, parce que ces 3 personnes en costard-cravate dans un bureau à Paris, c'est 4 personnes, c'est deux élus et 2 hauts fonctionnaires, dont un de Bercy obligatoirement, puisque de toute façon, tout sera chiffré et monétaire à la fin. Voilà. C'est ça le truc. Il y a systématiquement, je prends une image, hein, bien sûr, mais chacun comprend sa force pédagogique. Il y a 4 personnes dans un bureau, 2 élus, 2 hauts fonctionnaires, dont un de Bercy, qui décident systématiquement ce qui est bien pour 67 millions d'habitants. Eh bien, ça me pose un problème, comme citoyen et amoureux de la démocratie. Comment sortir de ce blocage de la démocratie? Comment sortir de cette captation du pouvoir de décision, du pouvoir de réfléchir, de la légitimité à penser, et au final donc sortir de ce système où il y a ces 3 personnes dans un bureau qui décident pour tout le monde. C'est une des questions qu'a posé le mouvement des Gilets jaunes, qui est évidemment la plus intéressante. C'est la question démocratique. Néanmoins, j'ai aussi écrit un long article à l'époque là-dessus pour dire attention, à mon sens, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, un truc trop facile, trop simple là aussi, qui est celui qui consiste à opposer à la démocratie représentative en crise le modèle de la démocratie directe, mais en fait en le travestissant d'ailleurs. La démocratie directe, en réalité, c'est une démocratie participative. Et c'est ça le 3e terme que moi je veux introduire, et qui est à mon sens le bon compromis, la bonne voie du milieu, dirait-on dans d'autres cultures. La démocratie directe à la base, c'est le forum athénien dans l'histoire politique. C'est-à-dire que c'est une assemblée de citoyens qui discutent entre eux des problèmes locaux, des problèmes de leur cité, de leurs problèmes locaux. Et effectivement, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut essayer de refaire quelque part, je le dirai après. Mais donc, les Gilets jaunes, eux, dans leur opposition fondée à quelque chose qui est en crise, ils ont dit la seule alternative, c'est ce qu'ils ont fini par appeler, parce qu'ils ont écouté 2-3 personnes influentes sur Internet qui en parlaient déjà, c'est ce qu'ils ont appelé le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, le RIC, parce que ça va tomber dans tous les travers de ce qu'on vient de dénoncer déjà sur le fonctionnement du débat politico-médiatique. Le RIC, ça va tomber dans tous les travers du sondage, ça va tomber dans tous les travers de la fonction commentaire des sites internet, des médias traditionnels, ça va tomber dans tous les jeux de slogans de la communication politique, ça va tomber dans tous les systèmes d'invectives anonymes qu'on voit tout le temps partout sur Internet, et ça va tomber dans toutes les façons de simplifier à l'excès les questions sous forme de QCM, hein, sous forme de oui, non, ne sais pas, blanc ou noir, je vote ou je vote pas, je like ou je like pas. Voilà. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée, le RIC. Ça part d'un bon diagnostic, la crise de la démocratie représentative, c'est certain, la captation du pouvoir par un tout petit nombre, etc. Mais ce n'est pas la bonne alternative. On ne peut pas simplifier tous les problèmes sous forme de oui ou non. Voilà. S'il y a quand même une chose dont un de mes maîtres à penser, ça a été Edgar Morin. S'il y a quand même une idée qu'on peut retenir au moins de tout son travail sur la complexité. Hein. Donc, non, on ne peut pas résoudre tous les problèmes par une question oui ou non, oui, non, ne sait pas. Voilà, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il faut accepter la complexité. Par conséquent, il faut accepter la diversité, le débat, le compromis. Voilà, en aucun cas le sondage oui, non, blanc ou noir. Ça marche pas. Deuxième chose, quelque chose qui serait fait à l'échelle nationale en ce sens-là, a toute chance de tomber, mais dans tous les travers de toutes les dérives du débat politico-médiatique, de la politique par slogan, de la désinformation, de la propagande, des fake news. Tout va être bon pour dire il faut absolument répondre oui à la question et je vais être prêt à dire n'importe quoi pour ça, parce qu'on n'a que le choix entre oui et non de toute façon. Donc je choisis oui, tout va être bon pour faire oui. Je choisis non, c'est le contraire. Voilà, c'est une caricature de débat. Qui plus est, c'est à l'échelle nationale, ça n'a aucun sens. Bon. La seule échelle à laquelle, à mon sens, ça peut avoir quelques significations démocratiques, c'est à l'échelle locale, à l'échelle municipale, hein, voire même, pour ce qui est des grandes villes, à des échelles de quartier. Bon. Parce qu'encore une fois, bon, c'est ma conviction personnelle, vous l'aurez compris, je pense qu'il faut revenir aux réalités humaines de base
la communauté des gens qui vivent ensemble. Voilà. La communauté des gens, c'est pas la communauté de l'anneau, hein, c'est la communauté des gens qui vivent ensemble. C'est tout à fait fondamental. C'est quoi le critère? C'est pas uniquement le critère fondamental, c'est les gens que je peux physiquement rencontrer et avec qui je vais pouvoir parler dans la vraie vie. Voilà. C'est cette chose-là qu'on perd de vue complètement et ça me semble tout à fait dramatique. Quand, la bonne échelle, à mon sens, pour discuter, c'est celle-là. Alors, peu importe après, la petite ville, le village, le quartier de grande ville, bon, c'est à discuter, c'est à organiser. On peut prendre en compte les sentiments d'appartenance, on peut prendre en compte la géographie. Bref, c'est pas le problème. Quand on cherche, on trouve après quelque chose. Mais la question, c'est ça. S'il s'agit de discuter de la façon dont je vais vivre en société, parce qu'on ne va pas faire un sondage sur une question intime, bon, ça concerne le vivre ensemble. Avec qui y a-t-il une meilleure solution, y a-t-il une meilleure méthode pour trouver une solution que de faire se parler entre eux les gens que ça concerne? Ben non, il n'y en a pas d'autres, hein, si on prétend être démocrate. C'est bien les gens qui vont appliquer ça ensuite, qui doivent en parler à l'avance entre eux pour se mettre d'accord sur quelque chose. Et à la fin, le vote va bien juste ratifier, inscrire dans le marbre ce qu'ils auront pu décider ensemble. C'est ça, à mon sens, la démocratie, fondamentalement. Si à un moment donné, il y a un vote, il vient terminer une discussion et on a tout fait on a cherché le compromis pour que ce vote, par ailleurs, soit le plus large possible et donne le plus de légitimité collective à la décision. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Et ça ne peut se faire qu'à l'échelle locale. Donc, c'est de la démocratie, donc c'est évidemment pas la démocratie représentative. On peut appeler ça démocratie directe si on veut, mais en réalité, moi, je préfère appeler ça démocratie participative ou encore délibérative, c'est comme on préfère. L'essentiel est de bien comprendre ça. Ce sont les gens qui vont être concernés par la décision qui en discutent entre eux avant de voter, de telle manière qu'ils puissent mettre sur la table toute la complexité du problème, trouver ensemble des compromis sur lesquels on va pouvoir construire durablement le bon vivre ensemble. Ça, pour moi, c'est la façon intelligente dont on devrait faire de la politique. Et pour moi, les élus, car je ne propose pas de supprimer les élections, et pour moi, les élus doivent être ramenés à un rôle d'organisateur et d'animateur de ce débat, plutôt qu'au rôle de gens qui, une fois qu'ils sont élus, décident tout pour tout le monde. Or, non seulement c'est le problème qui se passe au niveau national, on l'a déjà évoqué, mais j'ajoute maintenant que cette captation de 2-3 personnes qui vont décider pour tout le monde, c'est également ce dont on a la caricature au niveau municipal. Et c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent en France. Lorsqu'on réfléchit à la réforme du régime politique, il y a déjà eu quantité de travaux extrêmement intéressants, d'ailleurs, et de publications de gens qui ont réfléchi à la 6e République. Il y a des choses formidables. Mais bien souvent, malheureusement, on s'intéressait qu'au niveau national et au régime constitutionnel national. Or, le régime politique municipal est encore plus que le régime national une caricature de présidentialisme. En France, on a plutôt ce que Maurice Duverger appelait qui était un vieux constitutionnaliste, un régime semi-présidentiel. Mais au niveau local, c'est présidentiel. Le maire dans une ville, c'est le chef absolu, puisqu'il est à la fois c'est le patron de la ville, c'est le patron de tous les services, de tous les employés, tous les fonctionnaires de la ville, c'est le patron de l'administration, donc c'est le chef de la majorité politique, et fondamentalement, il a à peu près tous les pouvoirs pour arriver à ses fins, y compris celui d'imposer des votes à bulletins, à main levée pour en quelque sorte pouvoir contrôler la façon dont chacun vote. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. La réalité, quand vous allez voir le fonctionnement d'un conseil municipal, c'est que soit il y a une opposition vraiment forte et virulente et il y a du débat, soit il n'y a pas d'opposition vraiment forte et virulente. Et enfin, c'est limite si les gens ne s'endorment pas, quoi. Hein. J'ai quand même assisté à bon nombre de ces réunions. C'est assez fascinant. Hein. Ce sont des chambres d'enregistrement, etc. Donc c'est tout à fait problématique. L'échelon le plus petit, le bas, la commune, qui devrait être le plus vivant démocratiquement, ne l'est pas du tout. Et c'est un grand absent du débat public. Alors, ce que vous évoquez, je pense qu'on est un certain nombre de personnes à avoir pu le voir.
des systèmes de type participatif, des concertations, on en a vu des tonnes, enfin, en tout cas personnellement j'en ai vu des tonnes, des concertations qui ne débouchent sur rien. Alors, vous avez deux types de concertations, il y en a peut-être trois, hein, mais avec celles qui marchent, bon, ok, mais vous avez quand même des concertations qui ne débouchent sur rien. Le nombre de concertations qui ont pu être lancées, alors, prenez même récemment, hein, avec justement dans la foulée des Gilets jaunes, là, on nous a ressorti finalement les cahiers de doléances, hein, le grand débat. Bon, qu'est-ce qui est ressorti du grand débat? Est-ce que moi, je suis incapable de vous citer une seule mesure issue du grand débat. Je suis incapable. Peut-être qu'en me creusant la tête, je pourrais y arriver. Je sais pas vous. Bon, voilà, grand débat, rien. Donc des débats qui servent à rien. D'autres concertations qui sont en fait des réunions où vous avez des personnes qui vont venir de façon récurrente parce qu'on est sur des choses complexes au long cours et où les représentants des lobbies vont pouvoir tranquillement asseoir leur position basée souvent sur des expertises objectivement élevées qui font qu'ils vont avoir une légitimité vis-à-vis d'un public qui n'est pas forcément aussi compétent dans le domaine technique qui va être le leur. Et puis bon, des quelques cas de concertation qui réussissent, mais voilà, il y a peut-être aussi des risques dans cet aspect-là. L'un de mes correspondants avait évoqué une autre piste. On attend avec impatience ce que va donner le travail de la commission qui a été mise en place pour la transition énergétique, la Convention citoyenne, où il y a 150 citoyens tirés au sort là, qui doivent donc, faire des propositions, et où le niveau des débats avait l'air plutôt de qualité. Et donc, l'un de mes correspondants avait dit, propose un système de tirage au sort de grands électeurs, de députés, de choses comme ça. On est sur un système un petit peu intermédiaire, avec finalement des citoyens de la base qui sont mis en capacité de prendre des décisions sans forcément être dans les mêmes jeux électoraux, avec renvoi d'ascenseur à la clé, avec toutes les problématiques qu'on connaît déjà. Est-ce que cette piste-là vous semble tout aussi vouée à l'échec que le RIC, ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à en espérer? Bon, je vous donne les éléments que j'ai. Hein. Encore, là aussi, je ne suis pas sur mes terrains absolus de spécialité, mais voilà, l'âge avançant et les expériences de terrain se multipliant, on a quand même une certaine pratique des choses. Le tirage au sort, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il faut trouver un moyen d'introduire de la diversité et du turnover. Parce que une des choses qui gangrène la démocratie représentative, c'est aussi la captation. Encore une fois, peut-être pour certains des gens qui nous écoutent, je vais passer pour un dangereux extrémiste révolutionnaire, potentiellement terroriste ou je ne sais quoi, mon Dieu. Mais encore une fois, je vais rappeler 1789, enfin, l'abolition des privilèges, hein, et des places héritées. Et je suis le chef parce que mon père était le chef et machin et tout ça. Ce à quoi nous avons quand même assisté au cours de la 3e, la 4e et même la 5e République, c'est quand même la constitution des baronnies, des gens qui font carrière dans la politique de l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 80, voire plus des fois. Des gens qui sont députés maires à vie, sénateurs maires à vie, maires à vie, enfin, et qui sont indéboulonnables, même lorsqu'ils sont à la limite du gâtisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein, voilà. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Par conséquent, des gens qui n'ont plus aucune idée de qu'est-ce que c'est que travailler. Sans parler de toutes les dimensions de la vie quotidienne lorsqu'on est sur les élus nationaux. Voilà, je vote des lois sur la conduite automobile, mais je ne conduis plus, j'ai un chauffeur. Je vote des lois sur telle chose, mais je ne fais plus mes courses, machin. Je vote des lois sur l'école, mais j'ai plus amené mes enfants à l'école depuis 30 ans, enfin, etc., etc., etc. C'est évidemment tout ça dont il est question. Et ça n'est pas être populiste que dire ça. C'est juste rappeler qu'il y a quelque chose qui s'appelle la vie réelle, qui est celle de 98% des citoyens, et puis aussi, qu'il y a aussi une petite partie de certaines élites qui sont complètement hors sol. C'est une vérité factuelle. Voilà, c'est pas une théorie générale populiste, c'est une vérité factuelle. Bon. Donc, il faut absolument introduire quelque chose là-dedans parce que
C'est au contraire, là, le système, là, il est bloqué. Il y a des gens qui occupent les places comme si c'était quasiment des dus par décision du roi ou par héritage familial, comme sous l'Ancien Régime. Voilà. Et ça, c'est pas possible. C'est pas tolérable dans une démocratie, une république comme la nôtre. Et la première chose qui, moi, me semblerait fondamentale, c'est de toute façon, non, on a évidemment très bien fait de limiter le cumul des mandats, hein, et on voit comment un certain nombre de gens font tout un tas de gesticulations pour essayer de s'en sortir de ce truc-là. Mais il faut aller au bout de l'idée. La chose la plus évidente, c'est qu'il faut limiter le nombre de mandats. Le nombre de mandats. Et pas simplement le nombre de mandats successifs, le nombre de mandats en chiffre absolu. Parce que si on limite que le nombre de mandats successifs, genre on peut en faire que 2, mais on attend un, puis on revient et on en refait 2, puis on attend ça. Donc ça, c'est le système à la Poutine. Hein. Pour être président à vie, comment faire? Je me mets Premier ministre avec un pantin à ma place pendant un mandat, puis hop, je reviens, et puis bon, voilà. Donc c'est une blague, hein, là aussi. Bah oui, c'est ça le truc. Bon. Donc c'est une grosse blague. Il faut absolument limiter à 1 ou 2 mandats si on veut, puis après c'est terminé. Plus jamais la personne doit faire ce truc-là. Elle peut en faire un autre si elle veut, mais plus jamais celui-là. Pour réintroduire aussi de la diversité. Finalement, le seul corps d'élus sur lequel il y a un petit peu de diversité sociale, c'est le corps municipal. Pourquoi? Parce que c'est aussi le seul endroit où il y a beaucoup de communes où franchement les gens ne se battent pas pour y aller. C'est tout à fait intéressant de voir l'association des maires de France en a parlé à nombreuses reprises et on l'a bien vu. Bon, pour tous les autres postes, là c'est la bagarre et les gens essayent de s'y caler pour le reste de leur vie s'ils peuvent. Mais par contre, pour être maire, moins. Bon, c'est là qu'on a le plus les moins dans le cambouis, le plus potentiellement d'ennuis, avec pas beaucoup de moyens, des mécontents qui viennent directement vous voir, qu'on a soulevé tous les jours. Voilà. Mais c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Bon. Donc il faudrait introduire, à mon sens, ça, limiter non pas simplement le cumul des mandats, mais le nombre de fois où on peut exercer un mandat pour qu'il y ait du turnover. Ça me semble vraiment fondamental. Au bout d'un moment, ça produirait, à mon sens, forcément de la diversité, d'une manière ou d'une autre. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, hein, et ça sera la dernière question, allons sur le tirage au sort. Alors, oui, c'est une des logiques, j'entends bien. Je n'ai pas de religion en la matière. Voilà. Je dis juste qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'en imaginer une autre. Quand je travaillais par exemple, quand j'avais travaillé sur les émeutes de 2005, il y a une quinzaine d'années, j'avais été beaucoup frappé par le fait que dans toutes les banlieues dont on parlait, les quartiers populaires constituaient une grosse partie de la population des communes. Ça pouvait faire un tiers, dans certains cas la moitié. Je me souviens même, je crois qu'à Mantes-la-Jolie, par exemple, c'était plus de la moitié de la population. Il y a beaucoup de communes comme ça où il y a des très très gros quartiers prioritaires de la ville qui, en fait, numériquement, sont la majorité des habitants de la ville. Or, dans ces mêmes villes, à plusieurs reprises, j'ai constaté, quand on regardait le conseil municipal de la ville, il n'y avait pas un seul habitant de ces quartiers. Donc moi, une des solutions qui m'est apparue évidente, c'est qu'on pourrait aussi introduire des quotas par quartier. Après tout, si on réfléchit tranquillement là-dessus, comment est-ce qu'on a dépassé en France la question de la captation masculine du pouvoir? Eh bien, c'est en imposant des quotas de femmes. Eh bien, je pense qu'on pourrait faire la même chose en termes sociaux, imposer des quotas par groupes sociaux. Si les habitants de telle ville sont 55% à habiter dans les quartiers prioritaires de la ville, eh bien, débrouillez-vous comme vous voulez, mais dans le conseil municipal, je veux 55% d'élus qui habitent dans ces quartiers. À mon avis, le jour où on fait ça, on va avoir des sacrés changements dans la gouvernance de notre pays. Voilà. Donc, vous voyez, et cette solution-là, encore une fois, je la crois voilà, proche du terrain, proche de la vraie vie. J'aimerais bien qu'on la teste au moins, avant d'arriver sur des systèmes de tirage au sort ou autres qui peuvent avoir leurs vertus, mais bon, encore faut-il que… Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas, qui vont se dédire, qui vont… Bon, voilà, c'est juste une idée. C'est vrai qu'on a moins d'expérience contemporaine de pays qui fonctionnent à grande échelle avec du tirage au sort, mais la France a une vieille tradition innovatrice en matière sociale et révolutionnaire. Mais quoi qu'il en soit, votre approche quota a le mérite d'être basée sur un certain nombre d'expériences qui se sont avérées.
Si je peux ajouter une dernière chose, l'évolution de ces dernières années, non seulement ne va pas dans le sens de ce que nous disons, mais elle va en sens inverse. C'est-à-dire que non seulement rien n'est fait pour lutter contre les mécanismes qu'on critique ici et pour redonner un peu de participation, de démocratie, mais qui plus est, à chaque fois que dans notre pays, il y a des changements constitutionnels qui impactent la gouvernance, la hiérarchie des pouvoirs et des institutions, à chaque fois, c'est pour en rajouter une couche dans la complexité et dans la captation par un petit nombre. J'en veux pour preuve la réforme des régions et encore plus la création des métropoles. Sans parler, avant ça, il y avait eu les syndicats intercommunaux. Tous ces nouveaux échelons de gouvernance et ces réformes qu'on fait dans la gouvernance institutionnelle contribuent encore plus à éloigner tout citoyen d'une quelconque forme de participation aux décisions qu'on va prendre pour lui. Les métropoles, c'est une caricature de ce point de vue-là. J'en veux beaucoup à M. Hollande d'avoir imposé ce genre de choses sans par ailleurs aucune concertation populaire avec qui que ce soit. Écoutez, Laurent Muchelli, vraiment un très très grand merci pour ce nouvel échange qui était d'une très très grande richesse. Laurent Muchelli, merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Sans doute à bientôt. Avec plaisir, au revoir. Merci, au revoir.